C'est bien sûr le plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je suis avec Bonaventure Agon, il est le rédacteur en chef du quotidien Bénin Intelligent. Bonjour. Bonjour, cher consoeur. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Et Adrien Tchoumakou, le directeur de publication du quotidien Fraternité. Bonjour et merci de toujours répondre à notre invitation. Bonjour Derek, bonjour chers amis téléspectateurs. Et puis nous avons Constant Yawedeou, le directeur de la radio Planète. Bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de télé. Nous sommes là pour parler de 3 sujets. Il s'agit du report de l'Assemblée générale élective de l'UPMB. Nous parlerons également de la rentrée scolaire. Le 3e sujet, si le temps nous le permet, nous allons en discuter. Il s'agit du championnat national scolaire 2022. Et déjà, le premier sujet, les journalistes membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB devraient se rendre en Assemblée générale élective hier samedi pour élire le bureau de la 7e mandature, mais dans la nuit du vendredi, à travers un communiqué, le comité d'organisation a annoncé le report de cette assise au jeudi 1er septembre 2022 à partir de 9h à la maison des médias Thomas Meillasson, Sida Gbedjoumede. Raison avancée, un groupe de journalistes du collectif Dynamisons l'Union dans une correspondance signée des sieurs Toby Alonso et Antoné Mbadji et adressée au commissariat central de Cotonou a demandé l'annulation de cette rencontre statuaire en évoquant des raisons de troubles à l'ordre public. Bonaventure, déjà, la première question s'adresse à vous. Quel regard est-ce que vous portez sur cette situation? D'abord, merci pour l'invitation et merci pour d'avoir inscrit ce sujet qui concerne nous-mêmes en tant que journalistes. Donc, vous nous amenez à parler de nous-mêmes et ce n'est pas toujours aisé de parler de soi. Voilà, mais nous allons essayer d'éclairer les téléspectateurs sur cette situation. Et la première réaction, c'est de reconnaître que ce report ne nous honore pas, parce qu'une assemblée générale élective qui a été programmée, et des confrères ont quitté l'intérieur du pays, d'autres ont quitté le nord, un peu partout, et qui sont déjà à Cotonou, parce que l'assemblée se tient à Cotonou. Oui. Et dans la nuit, pratiquement vers 0h, on apprend que ça a été annulé, ça a été reporté. Je crois que moi, je suis ici à Cotonou. Si j'étais rentré de Parakou, par exemple, pour y prendre part et que profondément au milieu de la nuit, on apprend, ou même à mon réveil à 7h, à 6h, j'apprends que ça a été reporté, je pense que légitimement, je serais choqué. Donc, c'est la première réaction. Et donc, c'est vraiment déplorable et regrettable. Voilà. Adrien? Oui, il faut dire que ce report de cette Assemblée générale montre qu'il y a effectivement crise. Qu'il y a crise à l'Union des professionnels des médias du Bénin, il y a crise à l'UPMB et que la crise est profonde. La crise est profonde d'autant plus que, vous savez, quand vous lisez ces derniers jours sur les réseaux sociaux, les écrits des uns et des autres, vous devez vous en rendre compte effectivement que ça ne va pas dans notre corporation. L'UPMB, qui est une fierté, l'UPMB que nous devons entretenir, que nous devons bien garder. Aujourd'hui, les gens se lèvent et on traite de tout nom les membres de l'UPMB, on traite de tout nom ceux-là qui veulent maintenant devenir membres de l'UPMB. Et vous savez, c'est au regard de tout cela, de tout ce qui était véhiculé sur les réseaux sociaux, que Foyer d'Amour ONG avait pris un communiqué. Nous avons pris, puisque je suis membre, je suis président de Foyer d'Amour ONG, bien sûr que je suis journaliste, mais nous avons demandé à ce que les 3 partis se mettent ensemble. Aujourd'hui, il y a 3 camps à l'UPMB. Oui. Il y a le camp du potentiel candidat Josué Merounou, oui. Le camp du potentiel candidat Fortuné Sosa et le camp du potentiel candidat Sakiat Latoudi. Et vous savez, tout le monde veut être président de l'UPMB. C'est le véritable problème. Pourquoi ne pas se faire des concessions? Pourquoi ne pas aller pour
Pourquoi ne pas rouler avec une liste consensuelle? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, notre presse a besoin de ça? Est-ce que l'UPMB a besoin de tout ça? Moi, je pense que c'est non. L'UPMB aujourd'hui n'a pas besoin de cette crise. La crise, nous sommes en train d'aller vers déjà ce que je peux dire une ouverture judiciaire d'un dossier. Puisqu'il y a même des constats dossiers. Vous avez suivi comme moi, vous avez lu sur les réseaux sociaux ce qui a été distillé sur les réseaux, où c'est un huissier qui a été réquisitionné déjà le jour qu'on devrait arrêter la liste des potentiels électeurs. Un huissier a été déjà envoyé pour constater. Il y a déjà eu de recours. Ce n'est pas un recours, ce n'est pas deux, il y a plusieurs recours. Et c'est au regard de tout ça, avec des invectives à gauche, à droite, finalement, on nous amène à reporter l'Assemblée générale. Et tel que mon confrère vient de le dire, les gens quittaient l'intérieur du Bénin. Il y en a, ils sont même nombreux. Ils ne savent pas que l'AG a été reporté à 0h44. Ils se sont portés là-bas. Et c'est la police qui les a rendu visite. Ils ont été renvoyés de la salle. Celui-là qui était tenu d'ouvrir la porte, là, l'avait fait. Donc les gens étaient déjà dans la salle. Les gens m'ont appelé. Je donne un nom, par exemple, Nia Saoubré, qui m'a appelé, me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici et c'est la police qui vient. L'Assemblée ne tient plus. Et je dis, mon frère, vraiment, tu voudras bien excuser le comité d'organisation. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Moi, je pense que nous devons savoir raison garder. Nous devons ramener la balle à terre. C'est vrai. Chacun de ces candidats peut diriger aujourd'hui l'Union des professionnels des médias du Bénin. Ils ont cette capacité intellectuelle. Ils ont cet esprit de management. Mais tout le monde ne peut pas être patron au même moment. Nous devons nous faire des concessions. Je pense que même si aujourd'hui, les tests, au regard des tests, nous devons aller à une élection à l'UPMB, que quand même, on peut quand même se retrouver pour s'entendre afin que, après élection, la maison UPMB vive. C'est ça le plus important. Il ne sert à rien d'être président ou présidente, il ne sert à rien d'être trésorier général ou secrétaire général de l'UPMB, mais c'est le résultat qui compte. C'est ça le plus important. C'est le résultat. Puisque si vous êtes élu par une partie et que les autres partis ne vous portent pas, si les autres partis ne vous soutiennent pas, je pense que la maison ne peut pas vivre. Nous allons assister à des troubles, à de n'importe quoi, jusqu'à la fin du mandat. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du report. On dit que le report, c'est pour le 1er septembre prochain. Mais est-ce que le 1er septembre prochain, l'Assemblée générale aura lieu? Je ne pense pas. Je le souhaite vivement. Mon souhait le plus ardent, c'est que l'Assemblée générale ait lieu, que nous ayons une nouvelle équipe, qui pourra continuer à poursuivre l'œuvre que l'ancienne équipe avait faite. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Constant Yaouédéou, en tant qu'ancien, parce que vous avez une expérience longue dans le journalisme, quelle est votre appréciation là, de cette situation qui prévoit l'UPMB? Je crois que nous sommes en train d'animer au niveau de la presse béninoise une plaisanterie de mauvais goût. Une plaisanterie de mauvais goût parce que nous sommes des éducateurs par excellence. Les instituteurs nous ont tous formés, nous ont tous éduqués, mais à l'école, personne ne sait. C'est quand nous commençons pas à travailler qu'on se dit « Ah, il a été bien formé, il a reçu une très bonne formation et tout ça. » Mais nous sommes devant les micros, derrière les micros, nous sommes devant les caméras, nous avons les plumes, nous envoyons. Donc, nous sommes des éducateurs du public. Donc, le regard que le public porte sur le journaliste est plus fort que le regard qu'il porte sur le formateur du journaliste. Donc, quand c'est la radio qui dit, c'est parole d'évangile. Quand c'est la télé qui dit, c'est parole d'évangile. Les gens continuent de garder des journaux de 1950 dans leurs archives. Vous voyez,
la responsabilité que nous portons. Et ceux qui ont l'habitude d'animer ces genres de situations, c'est les politiques. Là où nous savons, entre griffes, que la morale n'existe pratiquement pas. C'est la guerre des intérêts, c'est la guerre de leadership, c'est ci ou ça. Vous voyez, donc, c'est nous qui leur reprochons cette manière de se gérer pour nous gérer, la population. Donc, quand c'est nous, éducateurs, qui commençons par afficher une image pareille, je dis, c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est pas du tout bien pour l'image que notre presse a de l'extérieur. C'est tout comme si nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes, ce que nous représentons aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux qui ont fait davantage que le Bénin, la presse béninoise est connue avec beaucoup plus de soins et d'honneur au plan international. Donc quand ça se passe comme ça, nous disons, comme Adrien le disait tout à l'heure, nous voulons faire quoi de ce dont nous sommes en train de discuter? Nous voulons faire quelle presse? Nous voulons faire quoi de notre presse quand c'est de cette manière-là que nous nous installons? C'est assez déplorable, ça gêne vraiment. Nous avons fait des associations professionnelles, je n'ai pas fait l'UPMB, mais j'ai fait association professionnelle, mais le respect qu'on avait pour les associations professionnelles, d'abord, depuis quelques années, nous avons des problèmes, sérieux problèmes qui nous obligent à rester ensemble pour faire face au pouvoir public. Mais ETélé n'a jamais demandé à ce que les gens se mettent dans la rue. ETélé n'a jamais demandé qu'un enfant tue son père. Donc nous sommes nous faisons du social à 80% et nous ne sommes pas payés pour. C'est pour ça que nous réclamons du public, des pouvoirs publics, le soutien qu'il faut. Mille collines, c'est dans un studio comme ça. Bon, donc tout peut arriver par la presse. Donc c'est pour ça que nous demandons au pouvoir public de nous soutenir. Mais voilà que nous-mêmes, on leur montre déjà que nous ne sommes pas sérieux entre nous, nous ne nous entendons pas entre nous. Et comment est-ce que nous allons faire ce plaidoyer? Donc c'est pour ça que je dis, oublions d'abord ce que nous sommes, ce que nous voulons, mais pensez d'abord à la corporation. C'est la corporation qui existe et qui a une certaine considération avant que on soit président de l'UPMB, président de CMPA, président de l'ODEM, président de ci, président de ça. Il faut forcément qu'on se dise qu'est-ce que nous voulons être. Mais quand c'est être le chef, être membre du bureau, être secrétaire à ci, secrétaire à ça, qui est d'abord la préoccupation, je crois que les mandats ont échoué d'avance. Les mandats ont échoué d'avance. Pour aller à une élection Bonaventure, il faut une liste d'électeurs et le camp Josué Merouenou de Dynamisons l'Union a fustigé ou a dénoncé une liste non exhaustive. Oui, bien sûr, comme vous l'avez bien su, l'une des causes de la situation à laquelle nous assistons actuellement, c'est ce défaut de transparence que les candidats dénoncent. Ce n'est pas seulement la coalition derrière Josué, il y a aussi le candidat Fortuné Sosa qui a émis, et à travers son équipe, qui a émis et d'autres protestations. Donc, on constate, et le problème ne date pas d'hier ou d'avant-hier, le problème remonte un peu plus loin. Vous avez cette question de la transparence qui revient à chaque fois. Lorsque je lis les communiqués des deux candidats dont je viens de donner les noms, c'est un reproche qu'ils font au comité d'organisation. Il y a la coalition Dynamisons l'Union de Josué Merouenou qui dit par exemple qu'il y a près d'une centaine de confrères, de consoeurs qui sont délibérément exclus de la liste. Et donc, eux, ils ne peuvent pas permettre qu'on aille à une élection alors que la liste électorale
n'obtient pas l'adhésion des candidats. Voyez? Donc, il y a des candidats qui estiment que leurs électeurs potentiels ne figurent pas sur la liste. Et vous savez que quand on parle d'élection, la transparence est capitale pour qu'après, il n'y ait pas de protestations, il n'y ait pas de contestations. Donc, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, quand on parle de report d'élection à l'UPMI, c'est un problème de transparence. Les choses ne se passent pas dans les règles de l'art. Et il y a même des candidats qui sont allés jusqu'à accuser le comité d'organisation de n'être pas impartial. Il s'agit de prendre parti de prendre parti. Il y a le candidat Fortuné Sosa. J'ai lu un communiqué de sa cellule tout à l'heure et ils ont dénoncé d'ailleurs le report de l'élection et ils ont estimé que cela ne relève pas des prérogatives du comité d'organisation de décréter le report de l'élection, que cela revient au bureau exécutif de l'Union. Vous voyez? Donc, il faudrait que tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation ou bien dans la réussite de cette Assemblée générale puissent jouer leur rôle en toute transparence. Sinon, on ne peut pas, nous allons assister à ce à quoi nous assistons actuellement. Et le plus grave, c'est que actuellement, on ne sait pas si le 1er septembre prochain, il y aura élection, comme l'a abordé tout à l'heure Adrien Tchomakou. Donc, nous sommes en crise. Le report est là, effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que la tension, parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face, les confrères aujourd'hui, à l'UPMB aujourd'hui, il y a une tension, il y a une crise. Les confrères, les professionnels des médias sont divisés. Donc, il faudrait travailler à apaiser cette tension. Parce qu'il faut justement viser l'image de la corporation. Une élection, c'est combien d'heures? Si le 1er septembre prochain, on se retrouve, c'est à peine 2 heures, à peine 3 heures, on se sépare. Mais les séquelles que cette situation aura laissées, il faudra du temps pour les penser. Et donc, il faudrait vraiment que chacun, tout le monde ramène la balle à terre et que l'élection se passe en toute convivialité. Parce qu'après tout, nous allons demeurer des confrères, des consoeurs. Et vous savez que dans notre déontologie, la confraternité est une valeur. Je ne peux pas venir à ETélé pour me dire d'un confrère. Je ne peux pas aller à l'ORTB pour concurrencer un confrère ou bien passer par derrière pour négocier son poste. Donc la confraternité, la convivialité dans notre corporation, ce sont des valeurs. Il faudrait travailler à sauvegarder ces valeurs-là. Sinon, une élection, moi je pense que c'est un moment, c'est un instant. Il ne faudrait pas qu'après, nous devenons des ennemis. C'est très important. Et d'ailleurs, oui. Oui, Madame Derrick, je voudrais abonder dans le même sens que mon frère de Bénin intelligent. Vous savez, d'abord, quand j'ai lu le communiqué du report, on a dit dedans qu'il y a un groupe qui ont porté plainte au commissariat. Ça veut dire que le groupe même a constaté, pour le groupe, ça veut dire qu'il y a mal d'ordre. Il y a des choses qui ne collent pas à la réalité, ou il y a, pour ne pas dire qu'il y a d'anomalie. Et c'est au regard de ça que le groupe a dénoncé par écrit au commissaire central. Maintenant, le problème aujourd'hui, quand je lis les communiqués des gens, et on dit, ça c'est mon analyse personnelle, vous, ceux-là, des gens pensent déjà qu'il y a problème et qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Et on vous a responsabilisé, vous autres, en tant que comité d'organisation. Que disent les thèses? Les thèses disent que le report est du prérogative des membres du bureau de l'UPMB, puisque le bureau est toujours là. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Maintenant, du fait que, pour moi personnellement, en cela je soutiens le comité. Ça, il faut que je vous le dise. Moi, je soutiens le comité pour ce report. Puisque pour le comité, c'est qu'il y a danger, il y a risque
Le comité, le risque ne sait pas, c'est-à-dire le comité se dit qu'il ne sait pas là où ce risque peut nous amener. Donc il faut mieux reporter pour que les choses soient tirées au clair. Donc, même si c'est en violation des tests, moi je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Puisque à la veille ou à une heure donnée, c'est que si on a les preuves, effectivement, on a la certitude que si effectivement il y aura trouble à l'ordre public, le mieux c'est de dire, chers amis, on reporte pour que vous vous entendez. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Maintenant, oui, je vous comprends. Mais tout ça, est-ce que nous, éducateurs, nous, professionnels des médias, nous allons nous donner cette mauvaise image? Mais on a vu les artisans organiser leur élection tout récemment. Ça a été une fête. Ça a été une fête. Il n'y a pas une intervention de la police. Il n'y a pas eu de report. Mais c'est de ça qu'il est question. Pourquoi ne pas prendre ces bons exemples? Il y a de bels exemples que nous oublions. Mais moi je dis, aujourd'hui, notre presse est malade. Quand nous caricaturons ce qui se passe dans la presse, c'est pour ça que je dis, moi je ne souhaite pas que la procédure judiciaire soit enclenchée. Il vaut mieux qu'on aille doucement. Sinon, si la procédure est enclenchée, premièrement, c'est que il y aura opposition. Il y aura opposition, l'élection n'aura pas lieu. Et on sera là en train de voir comment, quand est-ce que la justice va délibérer. C'est des mois. On sera en train de parler de ça quand on va parler de vide juridique. Donc on dira que l'équipe qui est là ne peut plus prendre un acte. On sera là quand peut-être, on ne le souhaite pas, le gouvernement peut dissoudre l'UPMB. Parce que c'est des prérogatives du gouvernement. Si le gouvernement pense que, vous savez, le communiqué qui a été rendu public, avec ça, déjà le gouvernement peut dissoudre l'UPMB. Parce que c'est une association. C'est une association. Et du fait que c'est une association, si une association va amener de troubles à l'ordre public, et la police qui a beaucoup à faire sera en train de courir derrière des journalistes, le gouvernement va dissoudre l'UPMB. On saura que bon, maintenant nous n'avons plus PMB, peut-être on a la FJPMB de Aurélien Aissou, ou bien des autres associations, à part le CNPA, qui aussi tangue. Mais aujourd'hui, alors je vous parle, je pense que ça va mieux au CNPA. Parce que les gens ont compris. Les gens ont compris qu'il vaut mieux se rallier à la cause de celui qui est là pour que notre presse rayonne. Nous avons des problèmes dans la presse. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là où nous sommes, à la presse béninoise, le gouvernement doit plus de 2 milliards de francs CFA. Les fonds de l'aide de l'État à la presse, mais depuis il faut donc quelques années, pour ne pas dire depuis près de 5 ans, on n'a plus droit à ce soutien-là. Ce minimum. C'est le minimum. Mais le gouvernement reconnaît ça, c'est budgétisé. Et c'est parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. Il faut une bonne organisation. Une bonne organisation. Hein, si déjà vous-même vous ouvrez la brèche au pouvoir central, le gouvernement central va dissoudre le PMB. Et on dit, bon, ça fait moins un. C'est comme ça qu'on va voir les choses. Raison pour laquelle je dis, personnellement, je souhaite que les uns et les autres ramènent la balle à terre, hein, qu'ils se revoient. Moi, dans notre communiqué, nous avons souhaité à ce que certains aînés, si je dis aînés, c'est des gens qui ont déjà 20 ans de service comme moi, hein, que les gens les appellent. C'est vrai. Pour jouer la médiation. Pour jouer la médiation. Parce que nous n'en avons pas besoin. Ce n'est pas bien, ça ne nous honore pas. Les gens nous insultent. On dit, vous êtes incapable d'organiser votre propre élection. Oh, vous êtes là à dénoncer les autres. Vous êtes là à faire ci, vous êtes là à faire ça. Moi, depuis hier, je ne sais même où mettre la tête. Comme ça, il y a des vivement que déjà, en début de semaine, que les 3 partis se retrouvent pour harmoniser leur point de vue afin que l'élection ait lieu le jeudi prochain. Que les gens, il faut que les gens sachent raison garder et qu'on ne dise pas que c'est moi ou rien. Qu'est-ce qu'on met dans moi ou rien? Avant que vous nous donniez la parole, un instant, je voudrais dire ceci. Au fait, je ne suis pas personnellement, je n'ai pas dit que je suis contre le report.
Mais j'ai n'importe le report, juste rapporté qu'il y a un camp qui a dénoncé et qui a révélé que le report ne relève pas des pouvoirs, des prérogatives du comité d'organisation. Ce qui est normal. Ça veut dire que là, si nous sommes dotés des tests nous-mêmes, il faudrait que nous les respections. Donc, si déjà un camp arrive à vous prendre, à justifier qu'il y a violation des tests qui régissent notre fonctionnement, ça veut dire que si on va à la justice, ça veut dire qu'il y a déjà problème. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je disais que est-ce que le comité d'organisation, avant de prononcer ce report, a au moins contacté le bureau, les membres du bureau, parce qu'ils sont connus? Est-ce que vous voyez? Oui. Je ne suis pas dans le secret. Le report est mauvais, mais c'est bon. C'est comme ça qu'il va y voir les choses. Laissez Constant Yahweh. C'est bon, c'est bon. En ce sens que de l'enseignement. Tu vois le danger venir. Le problème, tu es obligé de prendre tes responsabilités. Puisque c'est une équipe, le comité d'organisation. Et si ce comité voit que, si nous ne le reportons pas, on risque d'avoir des décès sous les bras. Pourquoi? Parce que dans l'écrit des gens, suivant la plainte qui a été faite, c'est qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Encore que, hier, c'est vendredi, non, je vais parler de vendredi. Ce vendredi-là, les policiers sont allés au lieu indiqué. Et les policiers, mais ceux qui m'ont appelé de là-bas, les policiers, ils ne sont pas armés, mais ils sont là avec leur arme blanche. Je veux parler des matraques, des gaz lacrymogènes et qu'on sort. Ils ont dispersé, renvoyé tous ceux qui sont là pour le maintien de l'ordre public. Oui, c'est ça. Non, je crois. Ça veut dire que la police même a dit à l'information de ce que, si on n'anticipe pas, c'est que beaucoup de choses peuvent se passer. Donc le comité d'organisation... La police a sa manière de réagir. Quand vous appelez la police tout de suite pour dire il y a tel problème à tel endroit, la police vient avec gyrophare, sirène, tout en même temps pour dissuader. Donc la police est tranquille, vous avez appelé la police. Et la police est arrivée. Donc la police est dans son rôle et doit tout arrêter. Maintenant, c'est une question de procédure. Tout ce qui s'est passé, la violation ou pas violation, c'est une question de procédure. Je crois que le comité d'organisation a très bien fait de suspendre parce que de 0h45 à 7h où les participants doivent répondre, je ne sais pas où est-ce qu'il faut retrouver ces participants-là pour les informer. Donc la meilleure manière, c'est de suspendre et de reporter. Mais les heures, les minutes qui vont suivre, le comité d'organisation doit saisir par écrit automatiquement avant 7h, là où à 7h au plus ou à 8h où les bureaux ouvrent, doit saisir le bureau de l'UPMB pour dire nous avons suspendu parce que il y a sans préciser le jour du report. Nous avons suspendu parce qu'il y a des risques et la police nous a saisis et nous avons pris ces dispositions. Donc, justement, Constant, est-ce que vous pensez que le temps accordé pourra permettre de ramener la balle à terre et que les élections aient lieu? C'est pour ça que je dis c'est trop tôt. Quand il y a crise, c'est qu'il faut aller. Et je me dis, Adrien le disait tout à l'heure pour dire un comité de sages pour les ramener et tout ça là. C'est pour ça que je dis dès que l'UPMB est saisi et qu'il s'agit du bureau saisi, qu'il s'agit du bureau qui doit organiser, qui doit superviser. Le bureau peut être, s'il y a des membres du bureau qui sont candidats, ils peuvent être réticents. Donc, à partir de ce moment, dès que le bureau est saisi, le bureau saisit l'Assemblée spéciale automatiquement. L'Assemblée spéciale prend ses responsabilités et ça peut être même l'Assemblée spéciale qui va prononcer la suspension pour dire « je viendrai voir ce qui se passe dans la maison UPMB pour voir comment on va gérer ». À partir du moment où c'est une crise et que ça a suivi les procédures, l'Assemblée spéciale peut endosser la responsabilité du vide juridique. Tout à fait. Peut endosser la responsabilité du vide juridique. Donc, c'est une question de procédure. Ce qui fait que on adosse, le comité d'organisation est en train d'adosser fatalement la responsabilité de violation.
Sinon, en réalité, s'il y a cette procédure-là, en moins de 2 heures, tout ça là est déjà réglé. Hein. L'Assemblée spéciale a son siège à la Maison des médias, l'UPMB a son siège à la Maison des médias, donc il y a le comité d'organisation à son siège, donc c'est une question de bureau à bureau, et le problème là est réglé, on n'a même pas parlé de violation de tests. Donc, je crois que, tel que c'est dit, ce n'est pas aujourd'hui nous qui allons dire que jeudi on va faire, hein. C'est la police qui va vous dire, je ne suis pas encore très sûr, puisque je suis tranquille, vous êtes venu me chercher, je ne suis pas encore très sûr d'assumer la sécurité, donc il me faut des éléments. Je dois rencontrer tel, je dois rencontrer tel, pour être sûr de ce qui veut se passer, pour savoir comment je vais m'y prendre. Donc, le jeudi qui est en train d'être proposé automatiquement là, je ne pense pas, quand il y a une crise et qu'il faut discuter, si on discute encore brutalement, ça ne marche pas. Ça ne marchera non plus. À partir du moment où nous avons les structures qui peuvent intervenir, même si nous n'avons plus de ministère aujourd'hui, nous avons quand même des institutions qui peuvent intervenir et dire qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Venez, nous allons nous asseoir et dire pour que les choses se tassent et que ça se fasse dans les conditions. Je dis, je ne pense pas que les tensions puissent être en deçà de la normale pour qu'on puisse organiser une élection vraiment libre. Je crois que là-bas, maintenant que nous-mêmes, nous avons montré que nous avons des problèmes, nous serons obligés d'accepter que de l'extérieur, on intervienne dedans pour nous discipliner. Peut-être que c'est pour notre bonheur. Et Bonaventure, la suite de cette discussion va se baser un peu sur les intérêts. Il y a le président de l'UPMB qui est censé défendre les intérêts des confrères, mais avec ce que nous voyons, ne pensez-vous pas que des intérêts personnels ou individuels sont en train de prendre le dessus? Peut-être que c'est un tremplin à l'UPMB, un tremplin pour se rendre à la HAC, devenir conseiller à la HAC. Est-ce que c'est le cas? Alors, bien avant d'en arriver là, je voudrais observer que de loin, moi, j'ai bien l'impression que il y a des personnes qui auraient intérêt à entretenir la crise qui prévaut actuellement à l'UPMB. Parce qu'il y a une question fondamentale qui est là et personne ne semble se préoccuper de sa résolution. C'est la question du tripatouillage du fichier électoral. Cette question-là, comment on pense l'aborder aujourd'hui? Puisque sans consultation, sans réflexion profonde, voilà qu'on nous met face à la réalité en donnant déjà, en fixant une nouvelle date pour la tenue des élections. Maintenant, la question du tripatouillage du fichier électoral, qui l'aborde, comment on la traite aujourd'hui? Parce que si des membres de l'UPME, des membres de vieille date, en arrivent à se plaindre, à dénoncer leur exclusion, parce qu'il y a beaucoup de messages dans les forums WhatsApp, vous avez vu des membres de l'Union qui se plaignent d'être exclus, alors qu'ils sont de potentiels électeurs. Alors cette question, moi je pense que bien avant de fixer une nouvelle date pour la tenue de l'âge électif, il va falloir régler cette question-là. Parce que même si les candidats se taisent et que ce sont maintenant les membres qui crient, qui exposent sur les réseaux sociaux leur exclusion, ce que nous dénonçons tous, à savoir l'image de la presse, de la corporation qui est en train d'être écorchée, cette image, c'est que cette question sera toujours là. Donc c'est très important. Vous me demandez si... Les intérêts ou un tremplin pour se rendre à la HAC ou... Non, mais on a compris. Non, par rapport à cette question, moi je ne souhaite pas que... Puisque celle qui est là, maintenant, la présidente de l'UPMB, elle est candidate à sa propre succession. Donc, se mettre ici à parler d'elle, c'est peut-être non, pour... pas forcément d'elle, il faut voir dans la généralité. Non, pas forcément d'elle. Non, on est dans la... On est dans la généralité. Concernant cette question, ce que moi je peux dire, par le passé, je voudrais parler du passé, parce que l'histoire nous donne des repères, des outils pour appréhender le présent et bien amorcer le futur. Ce qu'on a constaté par le passé, c'est que quand les gens arrivent à la tête de l'UPMI, ils atterrissent à la HAC.
Ça, c'est un fait. Non, ça, c'est un fait qu'on ne peut pas dénier. Il ne s'agit pas ce n'est pas une spéculation. On l'a vu par le passé. Mais je ne suis pas entré dans le cœur de l'actuel président Zakiat pour savoir si son ambition, la destination qu'elle vise, c'est l'UPMI. C'est la RAC. Pour ce que je sais que nous, les professionnels, nous envoyons nos représentants à la RAC par élection. Donc, même si elle n'était plus à la tête de l'UPMI et qu'elle requiert, elle a l'adhésion, elle a le soutien de ses confrères, de ses consoeurs, elle peut toujours se retrouver à la RAC. Mais je parle du passé, on l'a vu par le passé. Certains en ont fait un tremplin pour se retrouver à la RAC. Et je ne trahis pas un secret. Il y a beaucoup qui en ont gardé une frustration. J'étais à l'Assemblée générale qui s'est tenue à Cotonou et dans les discussions, il y a certains qui ne cachaient pas leur frustration. Ils disaient que les gens ont transformé l'UPMI en une échelle, en un tremplin pour se retrouver à la RAC et qu'il faudrait que les choses changent pour que le bureau que nous allons élire désormais à la tête de notre union, que ce bureau puisse se mettre au service de la défense de la corporation. Voilà, donc sur cette question, je pense que si on se réfère à l'histoire, il y a quand même de la matière pour dire qu'il faudrait que les choses changent. Il ne faudrait pas que quelqu'un court après la présidente de l'UPMI en ayant en tête, en ayant à l'horizon les yeux fixés sur la RAC, parce que cela empêche de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes au Bénin. Vous savez que quand on parle de conditions de vie des journalistes, il y a tellement à dire et à redire. Donc je pense que si nous avons un bureau, il faudrait que ce bureau se mette au service de la corporation, de la défense des journalistes. Adrien. Oui. Rappelle maintenant, toutes mes assises. Monsieur Bonaventure, ça me voit, il a presque tout dit. Ce qu'on m'avait vu ajouter, c'est quoi? C'est que il faut que les gens comprennent que le grand défi pour nous, ce sont les conditions de vie et de travail des journalistes. Vous savez, il y a le général Mathieu Kérékou. Ouais, c'est Kérékou, bien, c'est Yaïboni qui avait pris un décret portant jouissance de la carte de presse en République du Bénin. Le gouvernement, que ce soit Kérékou ou Yaïboni, je sais que c'est Yaïboni 1. C'est Yaïboni 1. Mais le décret est pris, le papier est là, mais ça n'a jamais été appliqué. Vous et moi, est-ce que vous savez que quand tu es journaliste, c'est-à-dire la connexion Internet que nous utilisons là, nous devons bénéficier de ça gratuitement des opérateurs économiques GSM, ou tout au moins, même si ce n'est pas complètement gratuit, là où les autres payent 500 francs, nous allons payer 200. Une réduction considérable. Parce que nous faisons des recherches. C'est ça. Il est clairement dit dedans, canal satellite, comment on appelle, Canal Plus. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les rédactions, tous les journalistes ont besoin de Canal Plus pour aller sur les autres chaînes de télévision et voir tout. Est-ce que vous savez là, que l'abonnement de 10 000 francs normalement que nous faisons à la maison chez nous, nous ne devons pas faire ça à 10 000 francs, c'est à 2 000 on doit faire ça. Mais ça n'a jamais été appliqué parce que nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. C'est une question d'intérêt personnel. Tel que tu le dis, on constate qu'il faut passer par l'UPMB pour pouvoir atterrir à la RAC. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Moi, je pense que c'est le moment pour nous de réfléchir profondément sur notre corporation. Le CNPA fait déjà beaucoup pour la corporation. C'est vrai. Et c'est, je dirais, 6 ou 9 derniers mois, ça ne colle plus au CNPA, mais je pense que les gens ont compris qu'il vaut mieux parler de la cause commune que de la cause individuelle. Je pense que ça doit être comme ça à l'UPMB. Nous ne devons pas prioriser la voie de la justice. Nous ne devons pas prioriser notre intérêt personnel. Si quelqu'un estime, je l'ai dit, nous avons 3 potentiels candidats à la présidence de l'UPMB. Tous ces candidats peuvent vous faire le job. Ils sont expérimentés. Ah ouais, on a déjà vu une dame qui vient de faire une preuve, un mandat. On connaît Josué. Josué, c'est 22 ans d'expérience dans la presse.
Il y a, comment ça s'appelle, Fortuné, Fortuné, qui est en train de faire 25 ans. Donc, c'est des gens expérimentés qui connaissent notre corporation. Ils sont capables, chacun en ce qui le concerne, de bien garder la maison. Mais il ne faudrait pas que les intérêts égoïstes nous divisent. Il est souhaitable qu'on ramène la balle à terre, qu'on se pose une et une seule question. On ne le souhaite jamais. Chacun doit se poser cette question. Oui, je vais être président de l'UPMB, je vais être président de l'UPMB. Et si je mourais demain? C'est de ça qu'il est question. Ça ne va jamais arriver. C'est l'occasion pour moi d'appeler tout le monde à prier pour le repos de l'âme de notre frère, de notre confrère, de l'indépendant qui nous a quittés il y a une semaine. Libération, je crois. Et Libération. Libération. C'est vrai, il a été rédacteur en chef de l'indépendant. Okay. C'est là où lui et moi on a beaucoup parlé, et on a beaucoup collaboré, fait beaucoup de choses, et je garde toujours ça. Donc, il est décédé, les âmes à la main. Il est décédé au CNHU, là. Paix à son âme. Donc, nous devons nous poser cette question. Dans la corporation aujourd'hui, beaucoup sont malades. Nous avons des dialysés. Les gens, au lieu maintenant de cotiser ou d'œuvrer à ce que ceux-là, ces journalistes dialysés, soient pris en compte par le ministère de la Santé, on ne se préoccupe pas de ça. C'est comment faire pour être président de l'UPMB, pour être présidente de l'UPMB, comment faire pour être trésorier. Nous avons de sérieux problèmes. Et moi, je voudrais accuser personnellement nos doyens et le doyen Constant. Les doyens ont déjà beaucoup fait pour la presse. Je ne suis les pas... aînés ont déjà beaucoup fait. Adrien, laissez-le aller. Les doyens. Non, ce que je voudrais dire, au bout de ses idées d'abord. Ce que je voudrais dire, c'est un instant. J'ai bien compris. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la convention collective est appliquée? C'est d'abord ça. La convention collective, où on dit il faut payer tel montant et à tel professionnel des médias par mois. Est-ce que c'est appliqué? C'est déjà caduque, hein, ce que je dis là. Mais, bien que ça soit caduque, le minimum qu'on a mis dedans, les gens n'appliquent pas. Bon, non, je vais te laisser. Je vois le problème autrement. Quand je disais que j'allais accuser nos aînés, ce n'est pas sous cet angle. Au fait, ce que j'allais dire, c'est quoi? Notre grand péché dans la situation que nous déplorons actuellement, c'est de n'avoir pas réussi à avoir une seule liste. Une liste consensuelle. C'est ça, c'est notre plus grand péché actuellement. Et pourquoi je disais que j'allais accuser nos aînés? C'est un peu comme si dans la corporation aujourd'hui, il n'y a plus de doyens, des aînés qui ont de l'autorité, dont la voix porte. Et cette situation, c'est le Bénin entier même qui la vit. Parce que quoi? Même en politique aujourd'hui, quand vous regardez dans le Bénin, quel doyen est capable aujourd'hui d'appeler des politiciens et de leur dire ça, ce n'est pas bien pour nous, pour que les gens respectent effectivement. Apparemment, on a l'impression qu'il n'y a plus de doyens dont la voix porte, à qui on voue un certain respect, voilà. Donc ça n'existe plus. Donc le fait même d'avoir 3 listes, c'est un grand péché. C'est un grand péché, parce que je le redis. C'est de la pagaille. Bon, moi, je suis encore trop jeune pour employer ces termes. Donc, je le dis, après les élections, c'est un moment, c'est un instant. Mais après, nous allons demeurer des confrères, des consoeurs. Et je vais vous inviter sur le plateau. Non, attention. Oui, nous n'allons pas dire que c'est un péché. Nous sommes en démocratie, nous l'avons adopté, nous assumons. Et nous pouvons déplorer que les choses se passent telles que ça se passe, comme ça pouvait se passer autrement. Je crois que c'est des crises cycliques, c'est des crises de génération qui pensent que les autres générations ont déjà fait leur temps, pensent que c'est par là qu'ils sont arrivés, donc c'est le tremplin, tout ça. Donc, je crois que tout ça là, va tasser parce que juste après les élections, les réalités sont là et on va voir ce qui se passe. Je crois que un mauvais arrangement, comme on le dit, vaut mieux qu'un bon procès. Ce qui est sûr, si on va à la justice, je vous jure, nous n'allons pas faire ces élections-là
avant 1 an. Ça, c'est sûr que ça va être ça, puisque nous nous réclamons du 4e pouvoir. Mais est-ce qu'on peut régler la justice peut, parce que la justice est là, le droit est là, hein, mais les juges ne tranchent pas comme ils veulent, ils ne vont pas trancher pour créer d'autres problèmes. Donc le juge prend son temps pour être sûr que s'il règle ça, il ne va pas créer un autre problème. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre, parce que notre dossier irait en bas et va évoluer jusqu'à venir en haut. Il ne va pas supplanter les autres dossiers qui sont là, parce que ceux qui sont en prison, il y a des innocents dedans, il faut s'occuper d'eux. Donc, je crois que aller à la justice, c'est pour ça que j'ai commencé par déplorer un peu les contenus de nos communiqués. Nos communiqués sont un peu trop alarmants. On aurait dû trouver une formule pour dire il y a problème, nous pouvons faire ci, nous pouvons faire ça. Mais aujourd'hui, le Béninois lambda peut dire exactement le problème qu'il y a. On n'a même pas besoin de parler de tripatouillage, de si on dit il y a crise, il y a des choses, nous ne sommes pas d'accord. Et le comité qui va, ou la structure qui va gérer, va inviter et chacun viendra dire nous n'avons plus de chambre parce que les réseaux sont là, on peut tout mettre dessus. Je crois que nous sommes en train. C'est pour ça que je parlais d'une plaisanterie de mauvais goût. Nous ne savons pas ce que nous sommes et nous ne savons pas comment l'exprimer à la face du monde. Et je crois que c'est très dangereux ce que nous sommes en train de faire. On doit penser à l'avenir. Nous n'avons pas appris autre chose que ça. Et nous avons décidé de ne vivre que de ça. Et c'est ça que nous sommes en train de déballer à la face du monde comme une profession banale. Où la seule chose qui est importante pour les journalistes à la date d'aujourd'hui, c'est que l'UPMB ait un président. C'est tout ce qu'on retient. Hein. Une assemblée générale, c'est d'abord les réflexions sur la corporation et c'est à la fin même que les participants réfléchissent pour dire mais par rapport à tout ce que nous avons défini comme priorité maintenant, qui peut? C'est là où on commence à choisir les candidats. Les candidats ne sont pas choisis au hasard, les candidats sont choisis sur la base de leur projet de société. Mais à la fin de l'Assemblée générale, on verra si nous sommes donnés les outils qu'il faut pour appliquer tel projet, si nous avons les outils qu'il faut pour appliquer tel projet. Et là, les militants choisissent leur candidat. Leur président. Mais ici, maintenant, on est en train de choisir le président avant de savoir ce qu'on va lui demander de nous faire. C'est l'impression qu'on a. Et c'est tout comme si une assemblée générale de l'UPMB, là, c'est aller faire élection. Et donc, c'est sur cette intervention du doyen que nous allons passer au second sujet. On nous aurait donné toute une journée. Nous n'aurons pas évacué ce sujet concernant l'UPMB parce que chacun a son mot à dire sur le sujet. Le second sujet qui nous intéresse sur ce plateau ce dimanche, c'est bien sûr la rentrée scolaire. Les élèves et leurs enseignants doivent retourner en classe le 19 septembre prochain. C'est la date qui a été retenue par les autorités en charge de l'éducation nationale pour la reprise des activités pédagogiques pour le compte de l'année 2022-2023. Et dans ce sens, le Conseil national de l'éducation a organisé au cours de la semaine écoulé à Cotonou un séminaire de préparation. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer les performances du secteur de l'éducation au cours de l'année 2022-2023. Il s'agit de la deuxième édition, ce séminaire de préparation. Quelles sont vos appréciations, Adrien Tchomako? Oui, il faut dire que la rentrée scolaire 2022-2023, c'est bien ça, hein? Oui. Cette rentrée scolaire se prépare très bien. Le gouvernement s'est levé très tôt. Vous savez, quand vous faites un tour actuellement dans des collèges, par exemple, c'est déjà affiché depuis le 24 août la liste des élèves admis au CEP classés. Je vais parler des entités publiques, c'est-à-dire pour avoir accès à la classe de 3e. Donc de 6e. De 6e. De 6e. C'est déjà un grand pas. À part ça, par exemple, le ministre, quand je prends l'enseignement secondaire, le ministre de l'enseignement secondaire a sorti un calendrier très clair.
Dans le calendrier, quand vous lisez, vous verrez que les 8 et 9, par exemple, il y a les journées pédagogiques. Et il y a aussi d'autres actes qui ont rassuré les enseignants pour leur dire que, vous savez, quand les enseignants font les journées pédagogiques, ils ont droit à leur prime. Qu'ils auront leur prime, le gouvernement ne devra rien à personne, et tout ça, c'est pour motiver l'enseignant. Je pense que c'est déjà un grand pas. Il y a beaucoup de choses concernant... Première des choses aussi, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est quoi? Juste au lendemain des résultats du bac, ça voudra dire quoi? On avait déjà donné les résultats du CEP, on a déjà donné les résultats du BPC. Quand on a donné les résultats du bac, les résultats définitifs, surtout automatiquement, que ce soit au niveau de l'enseignement maternel et primaire et au niveau de l'enseignement secondaire, ces ministres ont rendu public la liste des enseignants mutés, enseignants, instituteurs, tout mutés. Ça veut dire quoi? L'enseignant sait déjà que, et il est d'abord aussi fait obligation au directeur ainsi que les, comment les appelle, les censeurs, aux surveillants, à ceux-là qui doivent prendre service au plus grand tard le 20 août passé. Et ça a été déjà fait. Les autres savent, c'est-à-dire les enseignants qu'on a mutés par exemple de Dassa à Banikwara ou de Cotonou à Koubé, d'un département à un autre, doivent prendre service au plus grand tard à une date donnée. Tout ça, c'est pour une bonne organisation. D'abord, l'enseignant, l'instituteur sait que, bon, je n'aurai plus à intervenir ici, il faut que je fasse déplacer ma petite famille. Et sa petite famille va se déplacer. Ce ne serait pas un coup d'année qui aura des mutations. Donc, je pense que c'est un grand pas. Quand je vais, par exemple, dans l'enseignement supérieur, c'est là que vous devez comprendre que nous allons tirer chapeau à Mme Éléonore Yaïl Adeka. Je vais parler de la ministre de l'enseignement supérieur. L'orientation, les sciences d'orientation ont été faites sur tout le territoire national. La nouveauté cette année, ce n'est pas seulement dans les universités publiques et privées, mais aussi dans des centres ou des lieux publics, des communes à statut particulier, des communes à statut secondaire, un peu partout. C'est une innovation. Et dès le lundi, dès demain, au niveau de l'enseignement supérieur, la plateforme, le choix des filières. Le choix des filières est opérationnel, c'est-à-dire aujourd'hui à partir de 0 heure. Après la formation, après l'orientation, les élèves, les étudiants vont maintenant choisir leur filière. Et quand tu choisis une bonne filière, c'est que ta réussite est totale. C'est ça. Donc moi je pense que le gouvernement a anticipé. Le gouvernement fait beaucoup en matière d'éducation. Le gouvernement met la main dans la poche pour pouvoir accompagner les enseignants. Et je veux parler aussi des agents contractuels, ceux qui s'appellent les aspirants. Le gouvernement, maintenant, leur paie 12 mois sur 12 au lieu de 9 mois sur 12. Donc, tout ça, c'est pour les motiver. Vous avez la confirmation? Tout à fait. Ça sur son coup. Ça va commencer. Ça va commencer. Puisque oui, il y a ça commence. En novembre que les assises vont se tenir et les décisions vont se prendre. Parce que il y a un décret qui a été déjà pris. Le gouvernement avait expliqué que en le faisant, maintenant, alors qu'ils sont pris en compte par l'augmentation du SMIC qui doit agir et programmer à partir de novembre, si on le fait pour eux déjà en juillet, tout sera repris encore en novembre et ça risque de faire traîner les travaux de novembre. Donc c'est pour ça que le gouvernement a estimé qu'il vaut mieux attendre novembre pour régler tous les problèmes ensemble au lieu que de régler des problèmes qui vont encore créer d'autres problèmes. Donc on croit et on attend de voir si ça va être effectivement la réalité. Bonaventure, donc c'est un exercice, le CNE a fait son séminaire et tout ce qu'on a
tout ce que Adrien Tchomakou a expliqué et présenté, on peut dire qu'il s'agit d'un exercice bien utile face aux résultats de l'année dernière aussi déjà. Oui, pour revenir en arrière, je pense que honnêtement, il faut reconnaître au gouvernement sa rigueur et son anticipation. Mais la réussite d'une rentrée comme celle de 2022-2023, ça dépend de plusieurs acteurs. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants également. Et donc, à l'orée d'une rentrée scolaire, académique, on connaît les problèmes traditionnels de l'école béninoise, les problèmes d'infrastructure, d'enseignants, tout ça, on connaît d'avance. Donc, actuellement, je pense que le problème factuel qui a besoin d'être traité avec beaucoup de rigueur, on connaît le gouvernement en cette matière, c'est justement la question des aspirants. Parce que vous avez vu que ça a beaucoup enrhumé la rentrée que nous avons désormais derrière nous. Donc, si cette question de traitement de 12 mois sur 12 est réglée, je pense que ce serait à l'actif du gouvernement et aussi pour le bonheur de l'école béninoise. Parce que il n'est pas normal que 5 mois après la rentrée, vous allez dans des écoles et on vous dit que telle classe n'a pas encore un enseignant en français. Vous voyez, 3 mois après la rentrée, 4, 5 mois après la rentrée. Ce n'est pas normal. Donc, il faudrait vraiment prendre à bras le corps cette question des aspirants. Je sais qu'il y en a dans la base de données suffisamment pour pourvoir aux besoins, aux effectifs dans toutes les écoles. Donc, je disais que donc, la réussite de la rentrée, ça dépend de tous ces acteurs. On a parlé tout à l'heure de l'orientation. Et mon doyen Tchomakou disait que les bacheliers seront orientés, tout ça. Moi, je pense que oui, il y a eu des séances organisées par même des partis politiques. Le choix des filières qui commence. Le choix des filières. Mais moi, je pense sur cette question, souvent, moi, je suis pessimiste. Parce que pour moi, l'orientation d'un jeune ne commence pas dès qu'il a obtenu le bac. Le résultat. Sinon, qu'est-ce qu'on constate souvent? C'est quand les gens ont échoué 2 fois, 3 fois en géographie ou en sociologie, qu'ils découvrent finalement qu'ils devraient être ailleurs. Vous voyez un peu? Donc l'orientation, c'est à prendre en charge, à assurer plus loin. Il ne faut pas attendre que les jeunes obtiennent le bac et il faut en faire un moyen de se faire connaître politiquement, donc commencer par organiser des séances d'orientation. Moi, je trouve que c'est malhonnête. Il faudrait prendre en charge cette question de l'orientation-là. Il faut beaucoup plus prendre ça au sérieux. C'est important. Alors, à part ça aussi, il y a aussi les parents d'élèves. Parce que c'est important. On ne va pas attendre du gouvernement qu'il vienne doter mon enfant de fournitures scolaires, par exemple. Donc, il faut voir le pouvoir d'achat des parents. C'est important. Parce que quand on parle de réussite d'une rentrée, c'est plusieurs facteurs. C'est plusieurs facteurs qui y concourent. Donc, c'est important que chaque acteur joue efficacement son rôle. Et c'est la conjugaison de ces fonctions particulières, c'est leur conjugaison qui donne ce que nous souhaitons tous, la réussite. Donc, c'est important. Oui, Constant. Oui, je crois que c'est sur la question d'orientation, tel que ça évolue, c'est bien. Vous allez à l'Étoile Rouge, aujourd'hui, sur la place publique, il y a le salon de l'étudiant qui est là. Mais ce qui m'a impressionné est que, tel que Adrien Tchomakou l'a dit tout à l'heure, on a sorti ça des 4 coins des universités et autres, et c'est sur la place publique. J'ai vu des parents assis pour venir suivre. C'est très important également parce que quand l'enfant, c'est l'enfant qui va et qui vient juste dire à son père ou à sa mère, je veux faire telle chose. Oui, je crois que le parent dise, je veux que tu sois docteur. Par exemple, on dit docteur là, tout le monde, c'est médecine, on pense. Je veux que tu sois docteur sans savoir que l'enfant n'a pas pu
avoir depuis la seconde jusqu'en terminale 8 de moyenne une seule En fois SVT. en SVT et en biologie. Donc, je crois que ça permet et à l'élève Et aux parents d'être tous informés et que la décision soit prise sur la question des aspirants. Je crois que c'est en train d'être réglé et il faut forcément que ça se règle parce que, Adrien l'a dit tout à l'heure, beaucoup de choses ont été anticipées, si bien que avant la rentrée, moi je connais des enseignants qui savent qu'ils ne vont plus garder CP que c'est C1, qui ne vont plus garder CM1 que c'est CE2 et qui ont déjà commencé par travailler, aspirants, qui ont déjà commencé par travailler parce que leurs directeurs connaissent déjà ce qui se passe, qui est parti, qui va revenir, qui ne doit pas être là, les mutations, si bien que les directeurs ont commencé déjà par faire des aménagements au sein de leur groupe pédagogique, ce qui fait que des aspirants ont déjà commencé par préparer des fiches là où nous sommes en août alors que la rentrée est en septembre. Et on ne veut pas lui payer le mois d'août. On ne veut pas lui payer le mois de septembre. Donc je crois que c'est les réalités qui font ça. Sinon, quand il va commencer le 19, c'est le 19 là qui va commencer par courir derrière des fiches et tout ça. Ce qui est sûr, ça va jouer sur les résultats des enfants. Or, les premiers jours, si on ne prend pas les enfants tels qu'on doit les prendre, le résultat est faussé vers la fin. Donc, je crois que ce n'est pas c'est pas un plaidoyer en l'air. C'est parce que nous qui sommes parents d'élèves, nous savons ce qui se passe. Nous qui avons des enfants qui ont des enseignants aspirants, nous savons de quoi nous parlons et il faut forcément que ça puisse continuer comme ça. Je voudrais juste, si vous permettez, donner une mention très bien au ministre de l'enseignement secondaire, au ministre de l'enseignement supérieur surtout. Je veux parler de Mme Eleonore Yadeka par rapport à l'orientation. C'est-à-dire que pour cette année, c'est une réussite totale et les gens, les parents d'élèves sont satisfaits. Deuxième chose, ce qu'il faut retenir par rapport à cette rentrée, c'est quoi? C'est aussi le fait qu'il y a eu cette grâce présidentielle. La grâce présidentielle, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça va permettre à ces parents de s'occuper de leurs enfants, de leur préparer autrement cette rentrée scolaire. Puisque tu es en prison et ton enfant qui doit faire par exemple la classe de C ou CP, maintenant tu es à ses côtés, je pense que tu vas mieux lui préparer la rentrée. Même si tu n'as pas de l'argent, l'affection déjà, du fait que tu tiens les bras de ton enfant, que tu amènes à l'école, c'est déjà trop fort. Donc, c'est l'occasion pour moi de féliciter, de remercier le chef de l'État, Patrice Talon, pour cette grâce présidentielle. La grâce présidentielle concourt à beaucoup de choses. C'est de ça qu'il est question. Merci. Et Constant, quelque chose Oui, je crois qu'on finira par revenir une autre fois sur ce qui revient aux établissements privés parce que c'est du public qu'on a le plus parlé, mais dans ce que nous sommes en train de dire, les établissements privés ont aussi un très très grand rôle à jouer dans tout ce que nous sommes en train de dire. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, d'inscrire son enfant dans la filière qu'on veut et aller foutre l'enfant dans une merde. Donc à ce niveau aussi, je crois qu'il faut faire très attention aussi et que c'est pas parce que vous avez que cette filière-là que vous allez convaincre les parents à inscrire vos enfants dans cette filière. Donc il y a tout ça aussi qu'il faut voir. Peut-être une autre fois, on en parlerait. Oui, je voudrais ajouter que nous avons tous appris que nos universités sont en pleine mutation. On a parlé de réduction des unités d'enseignement, tout ça. Est-ce que c'est déjà acquis? Est-ce que c'est déjà effectué pour que dès la rentrée, les enseignants sachent, les enseignants, les chefs de département sachent à quoi s'en tenir? C'est important. Surtout à l'université de Parakou, vous avez entendu, son nom m'échappe, qui a annoncé que les étudiants auront désormais moins de matière à apprendre, à faire cela. Donc il faudrait que, nous n'avons plus assez de temps parce que septembre est là, octobre est là, donc il faudrait que ces travaux soient achevés pour que chaque enseignant sache que désormais, voilà la charge que j'ai pour que dès que la rentrée va démarrer, il
faudrait pas que ce soit en ce moment-là, maintenant, qu'on commence par réfléchir pour dire, bon, tel enseignant, qu'est-ce qu'on va lui confier désormais? Parce que là, ça va faire des pertes de temps. D'accord. Adrien, un mot pour finir. Le mot pour finir, c'est d'appeler les professionnels des médias du Bénin à l'union sacrée. Que nous nous mettons ensemble pour que l'élection ait lieu en toute transparence, en toute beauté, pour que après élection, l'UPMB puisse mieux respirer. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, chers débatteurs. J'ai été avec Bonaventure Agbon, il est le rédacteur en chef de Bénin Intelligent. Merci pour la disponibilité. Merci. Adrien Tchoumakou, DP Fraternité, merci. Et puis Constant Yaouedéou, directeur Radio Planète, merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Dimanche, c'est politique, c'est pas fini. Juste après, suivez le bulletin.